Oui, merci beaucoup. Je me sens directement concerné, évidemment, puisque depuis un certain nombre d'années, euh, j'expérimente des formes d'écriture qui sont des formes d'écriture qui passent parfois par l'exposition et qui sont passées aussi parfois par le média radiophonique, qui peuvent passer par des formes livresques diverses et variées. Je voudrais commencer par deux termes qui me paraissent importants quand on parle d'exposer. Le premier, c'est que c'est le terme générique de chercheur, mais c'est rechercher. Rechercher au sens quasiment de ce qui nous avait à un moment donné rapproché, c'est rechercher les restes. Ce rapport très grave à la et de sortir les restes. Ça me paraît une chose très, très importante dont on ne mesure pas à quel point dans nos sociétés c'est un acte très symboliquement fort. Et le deuxième point, et c'est pour ça que j'ai intitulé cette intervention montreur d'archives, en faisant référence finalement, d'une certaine manière, au montreur d'ours, c'est le fait que c'est d'abord un acte d'autorité. Là, vous avez une photo de la préfecture de police de Paris, de Bertillon, bien connu professeur Bertillon, puisque c'est celui qui, le docteur Bertillon, c'est celui qui a initié l'anthropologie, excusez-moi, la photographie anthropométrique. J'ai choisi cette image parce que il me semble que le premier geste de l'historien, c'est toujours un geste violent qui consiste à sortir de la boîte des documents, donc d'une certaine manière à profaner alors vous voyez là des archives dans des boîtes, alors là elles ne sont pas forcément, ça c'est dans un hôpital psychiatrique de la Manche, et voilà, et ça c'est ce que j'ai fait dans un endroit que pour les Marseillais vous pouvez fréquenter aisément, qui sont les archives départementales des Bouches-du-Rhône, c'est faire ceci, c'est-à-dire sortir de la boîte et les mettre devant soi, à la lumière. Bon, ce qui est un acte qu'on peut évidemment considérer comme très banal, mais que les historiens appellent le dépouillement. Donc c'est pas rien un dépouillement, c'est bien à un moment donné un acte d'une certaine... je suis historien, donc je m'autorise à sortir des vies, à sortir... Là, ce sont des livrets de travail. J'aurais pu vous montrer ça, c'est des livrets de travail qui étaient des portefeuilles qui étaient portés par les ouvriers. Et puis aussi, même si on met des gants, hein, la métaphore est, je trouve jolie, on met des gants, mais malgré tout, eh bien, on l'ouvre. On l'ouvre et on montre. Alors ça, c'est la première chose que je voulais dire, c'est que c'est d'abord quelque chose que l'on fait soit seul, soit à deux, trois, puisque contrairement aux artistes, nous, historiens, nous ne sommes pas je ne suis pas le premier à ouvrir ce document. Hein. Nous sommes... le principe de l'histoire, c'est justement que l'exposition, ce n'est pas le geste de dépouillement. Je ne suis pas le seul à avoir dépouillé ces archives. Ça, c'est aussi une chose, parce que c'est une violence, mais une violence partagée et légitime. Parce que moi, je suis historien au CNRS, donc fonctionnaire de la République, comme un certain nombre de personnes ici, aux fonctionnaires territoriaux. Enfin, donc j'ai une légitimité à faire ce geste-là.
qui n'est pas le cas des artistes. Donc c'est ça qui est... Donc moi on me paye pour ça, on me paye pour ouvrir les boîtes. Bon, alors à partir de là, évidemment quand je rencontre des artistes, alors j'ai pris évidemment un artiste qui est un artiste profanateur absolu, qui est Thomas Hirschhorn. Bon, il a beau être chez Chantal Crousel et dans les grandes galeries du monde être exposé, il n'empêche qu'il maltraite énormément les archives. Pourquoi? Parce que d'abord il les photocopie, il les colle, il fait... On avait eu l'occasion il y a maintenant presque 10 ans de collaborer, puisque c'était l'occasion des 30 ans de la mort de Foucault. Ça fait plus de 10 ans maintenant, en 2004, au Palais Tokyo, de faire ces 24 heures Foucault. Et Hirschhorn avait, à l'époque, ça c'est une dimension, vous n'avez pas abordé, chers collègues, dans votre papier, vous n'avez pas eu le temps, mais c'est que les historiens aussi sont de plus en plus collecteurs, ou en tout cas qu'ils sont dans une situation de dialogue avec les archivistes. Et donc j'étais responsable des archives de Michel Foucault, et donc l'artiste Thomas Hirschhorn a proposé de montrer ces documents. Et alors il les a montrés dans non seulement une désacralisation, mais dans je dirais, légèreté qui, avec Daniel Defer, donc le compagnon de Michel Foucault et compagnon aussi de lutte, il avait notamment fondé le groupe Information Prison. Et donc là, c'est pas Michel Foucault qu'on voit de dos, hein, malgré le perfecto et le crâne, mais Hirschhorn avait fait des vitrines où il avait montré le papier en tête de Foucault au Collège de France et la feuille blanche. Et en même temps, les gens étaient ravis, ils étaient très intéressés par tout ça, ils étaient très intéressés aussi par des photocopies, par cette idée que finalement ils pouvaient s'approprier les archives. Alors pourquoi je parle d'Hirschhorn? Parce que pour moi c'était une rencontre très importante dans ce moment où on était sorti de ce dont Arlette Farge aurait peut-être parlé hier, le goût de l'archive, c'est-à-dire ce moment bien particulier où on pense que les archives sont, c'est donc en 89, hein, au moment du bicentenaire de la Révolution française, et elle sort ce livre qui a un succès extraordinaire, je vous invite à lire, avec l'idée que dans les archives, on rentre, mais on rentre à pas sur des patins, quoi. Et surtout, il ne faut pas déranger. On n'est plus du tout dans ce monde-là. Les artistes vont dans les archives. Je reprends l'exemple des Bouches-du-Rhône. Les archives des Bouches-du-Rhône, il y a en permanence des gens qui viennent et qui travaillent avec, usent, on appelle ça, on pourrait utiliser ce terme, moi je l'aime bien, user les archives. User les archives et par conséquent user les archives non comme un moment de restitution d'un travail, mais comme véritablement le départ de la recherche. C'est-à-dire que, et c'est ce qui m'intéressait avec Hirschhorn, c'était comment les archives étaient non pas quelque chose qui venait après, mais qui venait d'abord. Et c'était ça qui faisait moteur. Et que là, toute la question était ensuite de réfléchir à ces manières d'écrire par l'exposition. Alors je vais prendre, pour être très rapide, puis pour décliner un certain nombre de thèmes, je reviens dans l'hôpital psychiatrique. Donc ça, c'est un travail qu'on a mené avec Mathieu Pernaut, le
photographe. Bon, vous avez pu voir le travail à Arles, je crois qu'il s'est juste décroché là, sur les familles de gitans, et qui était en 2013 à Marseille, aussi exposé. Bon, avec Mathieu et le Point du Jour à Cherbourg, on a été invité à investir un hôpital psychiatrique, et l'hôpital psychiatrique avait été bombardé le 6 juin 1944, parce qu'il y avait une batterie allemande derrière, et donc toutes les archives et l'hôpital a été entièrement détruit. Et les patients et les bonnes sœurs se sont retrouvés dans les champs. Et donc c'est une histoire, et c'est le cas de la Manche, collègue américain le sait bien, la Manche, c'est un département qui n'a pas d'archives en deçà de 1945, puisqu'elles ont été entièrement détruites, puisque ça a été voilà, le lieu du débarquement et le lieu de grands, enfin, d'une extrême, enfin, de bataille très dure, et avec beaucoup de destruction. Et pourquoi je vous montre ça? C'est pour introduire un premier terme, parmi les 4 exemples que je vais citer, c'est celui de l'accrochage. Parce que ce matin, il a été beaucoup question aussi des vides, des manques, etc. Bon, l'exposition, dans un livre, vous pouvez sauter 4 pages, mettre 4 pages blanches. Mais c'est compliqué. Faire comprendre à un éditeur que, ben non, là, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas documenter, il y a quelque chose qu'on ne peut pas raconter, c'est compliqué. Je l'ai fait, bon, chez certains éditeurs, mais j'y reviendrai, ça veut dire aussi travailler avec, évidemment, un graphiste, enfin un designer graphique, et ça, c'est très rare, très précieux, mais bon, ça peut exister. Mais si vous regardez l'ensemble des catalogues des expositions, il n'y a pas beaucoup de pages blanches. On est plutôt dans l'idée qu'il faut remplir. Alors, pourquoi cette image? Simplement parce que ça, c'était à Cherbourg, ensuite l'exposition est allée à la Maison Rouge. L'idée, c'était qu'il fallait qu'il y ait beaucoup de blancs. Beaucoup de blancs, et puis, alors, avec aussi alors, là, on le voit un tout petit peu, des séries qui sont pas finies, quoi. Bon, je passe sur cette rapidement. Ça, c'est une autre qui est directement en lien avec les États-Unis. Une exposition qui est partie d'ailleurs à Toronto, puis qui est revenue en France. Et là, maintenant, ces œuvres-là sont reparties aux États-Unis à ICP. C'est une exposition sur quelque chose, sur un événement absolument central dans l'histoire américaine du début des années 70, qui est le massacre d'Attica dans l'État de New York. Et donc, on a lancé une vraie recherche autour de ça. Il n'y avait rien, en fait, il n'y avait pas de monographie du tout aux États-Unis. Il y en a une qui est parue en 2017, l'année dernière, d'une historienne, mais il n'y avait rien sur une immense mobilisation artistique et musicale et politique autour du massacre de 43 personnes dans un pénitencier nord-américain. Alors, pourquoi j'insiste sur cette notion d'accrochage? C'est que l'acte là de l'historien, enfin, en l'occurrence, c'est une palissade de le dire, mais c'est de quand même accrocher des documents qui ont été déposés. Qui ont été déposés dans des fonds d'archives, mais qui ont été déposés au sens où on dépose une fresque. C'est-à-dire, on remet ça, vous voyez, sur de blanc. Et on l'accompagne évidemment parfois d'un discours. Et puis après, on se retrouve aussi, là vous avez vu des œuvres, vous avez reconnu Jasper Jones, ou Rauschenberg, c'est le Art Committee pendant la guerre du Vietnam. Et là, ce sont des documents qui émanent en fait de l'avocate
Elizabeth Fink, qui est morte il y a maintenant 2 ans, que j'avais rencontré, et qui nous avait confié ces documents qui ne sont pas des œuvres d'art, qui sont des documents. Donc on avait et dans un livre c'est très compliqué de montrer ces documents, ces photos, qui sont des photos juste après le massacre, et qu'on a isolées dans un caisson, non pas pour les soustraire à la sensibilité des visiteurs, non, parce qu'il nous semblait très important de préciser que c'était des documents, et que je crois qu'on aura pas mal à discuter de cette question du document, des archives et des œuvres. Hein, et là, avec simplement recouvert par juste une vitre, une simple vitre, mais pas d'encadrement, pas de. Bon, c'est extrêmement important aussi dans le travail qu'on mène avec Eric de Chassel là, sur les archives et tout disons, la culture visuelle de l'extrême gauche dans les années 68-74. Est-ce qu'on encadre véritablement la cause du peuple? La cause du peuple, c'est le journal maoïste début des années 70. On a pu le voir dans de récentes expositions qui ont été je pense à Soulèvement de Didier Berman au Jeu de Paume. On a comme ça ce que Nathalie Hennig appelle une artification finalement par le curateur de document. Là, le souci, c'était de rester au plus près du document, et en même temps d'être dans la monstration, montrer avec tout ce que ça veut dire aussi là, dans la force de dénonciation. Alors, deuxième peut-être exemple, qui est un exemple beaucoup plus, je dirais, plus proche de l'univers d'un certain nombre d'entre vous. C'est un travail qui est aussi lié à la prison. Il se trouve que dans une prison, j'avais récupéré un cahier d'écrou sur lequel était inscrit quand une femme ou un homme, en l'occurrence là c'était des femmes, rentrent dans un établissement pénitentiaire, on la dépouille. C'est-à-dire que la détenue doit laisser la majorité de ses affaires à l'écrou. Et il y a des grands registres sur lesquels, pour chaque détenu, on note tous ses objets. On le voit beaucoup dans le cinéma, quand c'est une manière de symboliser la sortie, c'est qu'on rend les affaires. Bon. Et alors là, j'étais invité par le MACVAL, ça c'est aussi intéressant, c'est-à-dire que le plus souvent, comme vous l'avez peut-être comme ça compris, ce sont des institutions artistiques qui sollicitent les historiens. C'est ce que vous constatiez. Donc, le MACVAL m'avait proposé d'intervenir dans une session qui s'appelait Bis Repetita. Et j'avais lu ce registre. J'avais fait lire ce registre à un comédien, et j'avais aussi en même temps donné à Susanna Shannon, qui est une graphiste qui enseigne à la Villa Arson, un peu plus loin là-bas. Et Susanna en a fait elle se les a appropriés. Et elle m'a fait des propositions voilà, de ces listes ou de ces... Alors ça, c'est une autre chose qui est pour moi importante, c'est exposer. C'est aussi ce qui est très compliqué en histoire, faire entendre que exposer, c'est partager.
et les partager aussi avec des artistes, parce que quand vous publiez un livre d'histoire, quand vous travaillez en histoire, eh bien, vous êtes tout le temps dans le partage d'informations. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul, et je veux dire par là qu'on travaille toujours avec les autres historiens, ou les sociologues, ou les anthropologues, et aussi, je dirais, les artistes. Donc là, vous voyez, typiquement, c'est plutôt, j'ai demandé à Susanna si elle pouvait m'éclairer, et elle a décidé de classer là, par exemple, de faire une proposition sur les couleurs, qui était pour moi voilà, une chose un peu inédite. Alors là, quatrième ou troisième exemple, c'est un tout autre projet qui est lié aussi à l'histoire de la délinquance, mais qui est lié à des archives personnelles. Je retrouve dans une maison de famille tout un ensemble de documents. Je comprends qu'un de mes grands-oncles, qui était jésuite, philosophe jésuite à la Grégorienne à Rome, a été tué par un soldat italien en 1925, donc l'année où Mussolini prend le pouvoir. Je pars à Rome pendant un an, une des questions que je me suis posées, c'est évidemment, à partir des lettres que j'avais, des photos que j'avais de cet homme, finalement, quel est le lien, comment je peux essayer de me rapprocher de cette histoire. Et la première chose que j'ai faite de manière très instinctive, c'est que j'ai acheté une soutane. Et donc, j'ai porté pendant 5 jours une soutane. Alors ça, j'ai porté. Alors ce qui nous rapproche aussi du présent, c'est qu'évidemment là, on est devant Termini. C'est l'endroit où ce grand-oncle n'a pas trouvé ses neveux, et c'est donc le lieu, en fait, où tout s'est joué. Et ce que vous pouvez voir sur ces mauvaises images, parce que par ailleurs, j'ai laissé toutes les archives de ce travail, de cette recherche, parce que ça, c'est les archives d'un livre qui n'a pas d'image. Puis après, j'ai fait un livre, une sorte de roman photo historique, de reconstitution, dont je vais vous parler dans un instant. Mais là, les deux personnages qui sont sur le parapet, ce sont deux réfugiés libyens. Parce qu'à l'époque, donc on est dans un moment on n'en a pas parlé ce matin, et je voulais poser ce terme-là aussi cet après-midi, celui d'anachronisme. Paraît important. J'avance vite, et donc me voilà en jésuite, mais me voilà aussi en jésuite assassiné. Parce qu'il fallait bien que quand même je vois ce que ça... Donc dans l'espace public, et ça très inspiré évidemment, mais je ne suis pas, encore une fois, je ne suis pas artiste, hein. Là je suis historien qui essaye de comprendre qu'est-ce que ça fait que de tomber sur le carreau, quoi. Romain, dans l'espace public. Alors vous allez me dire, c'est quand même... c'est pas très sérieux tout ça. La question de la reconstitution, en fait, c'est une question qui anime énormément l'histoire. Peut-être vous en direz un mot, et notamment en Amérique du Nord, avec ce qu'on appelle la living history, et avec toutes ces reconstitutions de batailles, d'événements, qui font aussi qu'à un moment donné, on s'approprie. Et là aussi, l'historien, c'est pour ça que l'idée de travailler à partir d'archives personnelles, même si mon sujet fondamental a été, en définitive, Bambino Marchi, l'assassin, mais c'est que l'historien n'est jamais en dehors du monde social. Et qu'aujourd'hui, on le voit bien, on l'entend beaucoup, chacun veut une histoire à soi. Donc, et je pense que ce geste d'acheter une soutane et puis de la porter, c'était
jouer sur l'anachronisme et en même temps aussi m'approprier cette situation très particulière de marcher à Rome en habit. Bon, alors j'avance encore un tout petit peu dans mes costumes d'historien. Pour vraiment réintroduire quelque chose qui nous questionne les uns les autres, hein, que ce soit Pierre ou Quentin ou d'autres, c'est la question du corps de l'historien. C'est l'historien aujourd'hui qui travaille sur et ça rejoint ce que je disais au tout début, sur les restes des morts. Et le corps vivant qui extrait les restes de la boîte, quoi. Alors là, c'est un tout autre contexte, mais encore une institution culturelle qui m'invite à un moment donné à faire ce que je veux au Centre Pompidou pendant 1 an. Alors, il se trouve que c'est les 40 ans du Centre, et parce que cette idée que finalement, qu'est-ce qu'on peut... moi, je ne suis pas là pour commémorer. Un historien, il n'est pas là pour commémorer, il est là pour chercher. Il est là pour éventuellement défaire, déconstruire. Et donc, j'ai proposé à Jean-Max Collard, qui donc dirige le service de la parole, qui m'avait invité pour toute cette année, proposer un bureau des archives populaires. C'est-à-dire entre les archives du musée et de l'institution Centre Pompidou et les archives que vous connaissez peut-être de la bibliothèque Kandinsky, où il y a les archives artistiques, appréhender comme historien sous des formes qui empruntent beaucoup à l'art contemporain, en ce sens que elles sont fragmentaires, elles sont très subjectives, elles ne se veulent absolument pas exhaustives, d'essayer d'appréhender quelque chose de l'expérience des personnes qui viennent au Centre Pompidou, qui usent du Centre Pompidou, qui y passent parfois des jours, d'autres 2 heures. Voilà. Et donc pendant tout le printemps dernier, et c'est une des raisons pour lesquelles j'étais pas là hier, parce que j'avais une session de restitution dans le forum, je me suis livré, vous voyez, en blouse comme ça, avec un bureau en carton, et je me suis livré à une collecte de souvenirs. Et avec cette surprise que, en fait, cette fonction de collecte, mais aussi pour moi, et je dois donner un élément de contexte très important, c'est que je venais de finir de participer à une œuvre de Tino Sehgal qui était au Palais de Tokyo, qui était l'œuvre, pour ceux qui ont vu la carte blanche de Tino Sehgal. J'étais tout en bas dans une pièce toute blanche, là on était 5 pendant 4 heures, et on tournait le dos en disant cette phrase de plus en plus fortement, The objective of this work is to become the object of a discussion. Et ça de manière absolument lancinante et dans une violence à l'égard du public très forte, puisqu'il y avait l'un de nous qui bloquait la porte. Donc c'était un truc très fort, mais en même temps, on devait écouter, entendre, dans un espace où il y avait une soufflerie, où le ménage n'était jamais fait, enfin bref, où c'était vraiment limite. On devait entendre la réaction de l'un des membres d'un des visiteurs, et puis se mettre à discuter à partir de ça, et élaborer une véritable discussion qui ne soit pas inscrite dans l'œuvre de Tino Sehgal ou dans le Palais de Tokyo. Bon. Et donc, si vous voulez, c'est là que ça m'intéressait par rapport à cette question des archives et d'exposer les archives, c'est qu'il n'y a aucune trace, je vous dis que j'y étais,
Mais en fait, je peux vous mentir. C'est-à-dire que personne, où tout le monde peut dire j'y étais. C'est-à-dire qu'en plus, notre visage était caché, donc on cachait le visage. Donc il y a quelque chose d'absolument incroyable dans ce travail-là. C'était la deuxième fois que je travaillais avec lui. C'était l'expérience de la parole, mais d'une parole qui ne laisse aucune trace. Alors que là, je me suis réconcilié un peu avec les humains. Vous voyez, je me mettais pendant plusieurs heures et je parlais avec les gens. Et ça, c'est le dernier moment qui est historien dans la cité, c'est-à-dire que ce que j'ai fait ici même au Mucem un dimanche 1er octobre, c'est-à-dire raconter, se faire le conteur, en fait, l'historien qui compte l'histoire que les autres lui ont confiée. C'était un peu d'ailleurs la figure de l'historien du roi. Donc, sauf que là, c'est l'historien populaire, parce que ça renvoie à ce courant d'histoire populaire, en même temps qui renvoie aussi à cette idée que, évidemment, il y a quelque chose de très collectif, puisqu'il n'y avait pas du tout de prise de notes sur qui étaient ces gens, qu'est-ce qu'ils faisaient, combien ils gagnaient, etc. C'était pas du tout une enquête. Voilà. Alors, je voulais finir là-dessus parce que ça, c'est l'échec de l'historien. Je vais vous montrer encore. Là, vous voyez. Alors là, il y a 3 personnes. Enfin, c'est à peu près les seules 3 personnes qui m'écoutaient. Et donc, j'ai commencé par l'exposition comme acte d'autorité. Et en même temps, ça marche pas forcément, quoi. Et là, exposé, c'est parfois une forme de violence même à la discipline. Enfin, je pense que chacun ici peut avoir cette expérience-là, d'avoir cherché, et puis finalement s'apercevoir que ce qu'on a cherché n'intéresse pas grand monde. Donc ça, c'est aussi une chose importante, et je crois que ça large, enfin c'est peut-être un objet de discussion. Je pense que les historiens comme commissaires d'exposition ont introduit aussi une fragilité dans cette position du conservateur, et là qui fait son exposition et qui est très content, mais en même temps qui se soucie assez peu finalement de cette idée qu'il y a des gens qui vont regarder. Parce que l'historien, lui, il va pas tous les jours dans les réserves, et chaque fois qu'il ouvre une boîte, c'est un geste qu'il a suscité. Alors, je sais plus si je crois que ça s'arrête là. Voilà. Je vous remercie beaucoup.